Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos baptisée à la source d'Azure Security Center. Le concept de cette série, en fait, c'est simplement d'avoir une présentation euh, de certaines fonctionnalités d'Azure Security Center directement à la source, c'est-à-dire auprès des équipes produits. Et donc pour cela, je fais appel du coup à des Français qui travaillent dans l'équipe produit. Et en l'occurrence ici, je vais donc laisser la parole, laisser parler un maximum David. Et David, je te laisse te présenter. Salut à tous, merci Stan pour l'invitation. Comme tu l'as dit, je m'appelle David, je suis ce qui s'appelle Programme Manager, Product Manager au sein de Microsoft, au sein du groupe produit Azure Security Center. Je m'occupe principalement des fonctionnalités qui tournent autour de Azure Defender pour SQL. Et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui au cours de cette premier épisode. Et peut-être même avant qu'on parle de ce qu'est Azure Defender pour SQL, peut-être je te propose qu'on regarde pourquoi est-ce qu'au final, SQL est un serveur qui est typiquement attaqué aujourd'hui au sein d'organisations. Donc, on voit aujourd'hui, c'est une architecture assez classique qu'on voit là actuellement sur notre écran. On a donc plusieurs serveurs SQL, on a une architecture hybride, donc on a des serveurs on-prem, on a des serveurs sur Azure, on a plusieurs types d'SQL, on a des SQL Pass, on a des SQL sur Azure VM, on a des SQL on-prem, et on a une application avec une gateway qui se connecte à ces bases de données-là. Donc, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les organisations ont besoin de protéger impérativement leur serveur SQL. La première chose à laquelle on pense, bien évidemment, c'est la donnée, c'est la data, c'est ce qui se trouve dans les bases de données. La propriété intellectuelle, c'est cet or numérique que les hackers aiment tant récupérer pour revendre, pour comprendre un peu ce qui se passe au sein des organismes et des organisations qu'ils souhaitent attaquer. Donc ça, c'est la première chose. La data, c'est, enfin la donnée, globalement, c'est ça qui a de la valeur dans une organisation. Hein, Complètement. tout le traitement finalement de l'information, c'est pas ça qui est important. Alors certains vont tuer la puissance de calcul des fois pour pouvoir faire du crypto mining ou des choses comme ça, mais à la fin, la plupart du temps, une attaque ciblée pour une organisation, c'est soit pour récupérer de la donnée sur cette organisation, sur effectivement, enfin ça peut être des propriétés intellectuelles comme tu l'as dit, mais ça peut être également la liste de ses clients, ça peut être pas mal de choses. Donc effectivement, la motivation de toute attaque à la fin, c'est quelque part d'exploiter de la donnée, hein, soit effectivement en l'utilisant, soit en la chiffrant par exemple, pour après la revendre, hein, ce qu'on appelle du chantage, ni plus ni moins. Hein. Complètement. Et tu as abordé un point qui était très intéressant, qui était toute la partie compute. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais pour faire tourner aujourd'hui un serveur SQL, il faut des machines qui sont assez conséquentes, que ce soit en CPU, que ce soit en mémoire vive, même en termes de taille de disque. Et on a vu récemment avec la campagne Vulgar, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, qu'on a de plus en plus d'organismes en fait, qui vont attaquer ou qui se font en tout cas attaquer, mais pas forcément pour la data. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le hacker a pénétré, on va dire, l'organisme et rentré dans l'un des serveurs SQL, mais en fait, la data en elle-même, il va pas s'en préoccuper, ou en tout cas, c'est pas forcément ce pourquoi il est venu. Il va plutôt essayer de regarder le host, soit à travers des crypto mining, soit directement. Ça se fait pas souvent, mais aussi souvent, ça arrive de temps en temps que le serveur SQL soit utilisé pour faire des mouvements latéraux. Une fois qu'on comprend un petit peu qu'on a vraiment soit la data, soit le compute, on va essayer de regarder un peu ensemble comment est-ce qu'aujourd'hui on peut rentrer, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut attaquer un serveur SQL. La façon la plus classique qui est connue aujourd'hui, c'est SQL injection, donc l'injection SQL, qui est faite en règle générale à partir d'une application qui se connecte sur la base de données. On va le voir un peu plus tard. C'est quelque chose qui est fait assez courant et qui peut être traité soit par l'application en elle-même, soit directement par Azure Defender pour SQL dans le cas où on le détecte. Ça peut être traité par également le reverse proxy des fois pour protéger ce genre de choses. Donc ça peut être l'application gateway par exemple, et souvent on parle des règles de l'OWASP qui sont un ensemble de règles assez classiques de filtrage à faire au niveau soit web, reverse proxy, et notamment l'injection SQL, c'est une attaque qui est connue, hein, ça a 20 ans à peu près, c'est juste qu'après elle est déclinée dans plein de versions, plein de choses, et l'idée c'est de faire passer dans les URL en fait des commandes SQL, hein, tout simplement dans les URL. Exactement.
Exactement. La deuxième chose, c'est le brute force. On l'a vu, notamment, on parlait de l'attaque de la campagne Vulgare. En fait, on va scanner directement tous les ports ouverts qui sont connus SQL. Une fois qu'on a réussi à trouver, le serveur est accessible publiquement sur Internet. On va aller récupérer. En règle générale, c'est souvent avec l'utilisateur, avec des utilisateurs classiques qu'on connaît. Donc, soit l'utilisateur SA, qui est l'utilisateur par défaut qui est installé lorsqu'on déploie un SQL serveur, je dirais, brut, dès qu'il sort de l'usine, ou les classiques, admin, administrateur, etc. C'est la deuxième façon, un peu plus touchy, mais c'est tout aussi réalisable. Et on a vu des centaines, voire peut-être même plus de serveurs SQL qui ont été corrompus parce qu'ils avaient laissé le serveur publiquement accessible depuis Internet avec le compte par défaut ou avec un compte qui était très très facile d'accès. Alors, c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui, ça, parce que les attaques SQL classiques comme ça nous rappelle des temps assez anciens à l'échelle de l'informatique, notamment le russe, le ver qui s'appelait Slammer, si je dis pas de bêtises, qui était un ver qui s'autopropageait justement en attaquant justement les bases de données SQL, qui étaient également personnelles avec Office. Mais ça date il y a peut-être 15 ans, ou 10-15 ans à peu près. Aujourd'hui, de par ton expérience au niveau des équipes, il y a encore beaucoup de gens qui exposent directement leur serveur SQL. Alors, on va dire dans une database de service, par définition c'est le cas, c'est un endpoint public, mais autrement, des bases de données SQL Server, c'est souvent que tu envoies, vous envoyez entre guillemets exposé comme ça publiquement sur Internet. On en voit. Alors, déjà, c'est une excellente question parce que souvent les gens nous disent mais non, ça c'est plus possible, comme tu viens de le dire maintenant. Et en fait, malheureusement, on se rend compte que beaucoup d'organisations, on a un dev stagiaire qui va monter une base de tests et pour voir s'il peut y accéder. Et en fait, il va l'ouvrir pour pouvoir y accéder avec SSMS ou avec Azure Data Studio. Et en fait, le stagiaire oublie, ou même, on parle de stagiaires, mais il y a même des fois, il y a des DBA qui sont beaucoup plus expérimentés, qui laissent ouvert pour un jour, 2 jours, parce qu'il y a des besoins business, et qui oublient de la fermer parce que le partenaire doit venir se connecter pour faire 2-3 choses, pour faire de la maintenance, pour faire un peu de la gestion dessus. Et en fait, la base de données est laissée là comme ça, ouverte aux yeux de tous. Et je le disais, on mettra peut-être le lien dans la description. Il y a une campagne qui s'appelle la campagne Vulgare, qui en fait consistait tout simplement à venir scanner les ports connus de SQL. Et après, en fait, à venir brute force le SA. Il y a eu des milliers de serveurs SQL qui ont été compromis, qui ont été hackés, compromis, merci, de la façon la plus basique possible, quoi. D'accord. Voilà, on a oublié de fermer le serveur SQL et on sait tous ce qui se passe lorsqu'on fait. Ok. Alors ça, c'est des choses, normalement, on est d'accord qu'un brute force, un DBA digne de ce nom, qui aurait mis en place toute la partie audit derrière et remontée d'alerte, devrait voir quand le serveur est bombardé. Du coup, je suppose que ça va également avec des personnes qui mettent en place des solutions, mais qui ne mettent pas en place derrière le monitoring et la surveillance. Exactement, Ouais. exactement. Et puis j'ai même envie de te dire que de plus en plus aujourd'hui, le puriste DBA, on va pas dire qu'il se meurt, mais on va dire qu'aujourd'hui, il tend vers un rôle un peu plus hybride, qui va plus se focus uniquement sur des serveurs SQL, mais qui va plutôt regarder de la data. Et on voit chez beaucoup de clients aujourd'hui qui commencent à faire des lift and shift ou qui ont fait des lift and shift il y a quelques années. On a des jeunes profils qui commencent à arriver, qui sont pas forcément au courant de ce qu'est un serveur SQL à proprement parler d'un point de vue purisme, mais qui savent déployer un Azure SQL DB, qui savent mettre en place un Workspace Synapse, qui savent ce que c'est qu'un SQL Manage Instance, mais qui ne seront pas capables de te dire, OK, il faut le configurer de telle et telle et telle façon, parce qu'ils n'ont pas l'expérience derrière d'avoir commencé sur SQL Server 2000. Voilà, ce n'est pas des DBA qui ont 20 ans d'expérience, mais c'est des jeunes qui sortent de licence ou de master et qui ont une formation un peu plus cloud, qui a moins cette partie sécurité parce qu'ils ont cette sensation de « Ok, c'est mon cloud provider qui me donne absolument tout, c'est lui qui s'occupe de ça pour moi, donc ce n'est pas à moi, entre guillemets, de m'occuper, et si c'est public, c'est à mon cloud provider de faire tout le nécessaire. » Ouais, c'est là où dans la sécurité,
C'est la difficulté du cloud aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça Complètement. fait appel à plein de compétences également, qu'on ne sait pas forcément exactement en fonction des niveaux. Enfin, les gens ne comprennent pas forcément qu'en fonction si on est sur du IaaS ou du PaaS, la responsabilité n'est pas au même endroit en fonction du fournisseur et du client. Et puis le fait qu'il y a tellement de techno aujourd'hui qu'on devient tous en fait des hyper généralistes où il y a plus de grands spécialistes qui sont le spécialiste de toutes les options, je sais pas, d'un SQL Server ou d'un MySQL ou autre. Là, on parle d'SQL Server, mais je pense que ce serait valable pareil pour un MySQL ou pour une autre base de données C'est au exactement sens pareil. large. Ouais. Exactement pareil. Et c'est même d'autant plus vrai sur SQL parce qu'il y a quand même une offre PaaS qui est extrêmement riche et où le gap de fonctionnalité est quand même assez faible. Donc, il y a très peu de fonctionnalités aujourd'hui qui ne sont pas disponibles sur PaaS. Et Microsoft ont fait le choix stratégique. En tout cas, nous, on a fait le choix stratégique de pousser nos clients à faire des applications beaucoup plus réactives, qui soient scalable, que nous, on puisse aussi leur donner des outils qui soient beaucoup plus faciles d'accès. Et SQL Pass, en tout cas, fait partie de cette offre-là. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que justement, de plus en plus d'entreprises et même de startups oublient que la sécurité, en vérité, c'est ce qui s'appelle du shared responsibility. C'est-à-dire que c'est aux fournisseurs, aux cloud providers de s'occuper de la sécurité, mais pas que. Ouais. Le client ou en tout cas celui qui vient, l'organisation qui vient justement déployer ses applications au sein d'un cloud provider se doit elle aussi de veiller à la sécurité de ses applications. Super. La troisième, qui est quelque chose qui est aussi très très classique, mais qu'on oublie bien souvent et malheureusement, c'est une fois qu'une machine a été corrompue au sein du réseau, que ce soit une machine on-prem ou même une machine sur Azure, latéral mouvement, on fait des mouvements latéraux et on arrive directement à pouvoir accéder avec un user qui a été corrompu, soit avec du phishing, soit avec tout un tas d'autres techniques. Et une fois qu'on arrive à avoir un user avec assez de permission au sein d'un des serveurs SQL, j'ai envie de te dire, l'autoroute A7, on y va et puis on peut commencer à bouger à l'intérieur d'une entreprise et aller récupérer, aller piocher, aller se connecter à droite et à gauche. Alors, voilà un petit peu on va dire les trois principaux threats, les trois principales techniques, je dirais, d'attaque des serveurs SQL. Et Azure Defender pour SQL aujourd'hui protège ou en tout cas a des détecteurs sur ces grandes familles-là. Donc, des détections au niveau des injections SQL, des détections de brute force, on va voir ça tout à l'heure. Détection intelligente aussi, que ce soit sur du behavior activity ou sur du login anomaly, ce qu'on appelle des détecteurs intelligents chez Microsoft. On va le donner un exemple tout bête. Vous avez un utilisateur au Brésil et qui se connecte sur une base de données et puis quelques secondes après, ce même utilisateur se connecte au Japon. Alors l'idée peut sembler grossière, mais on le voit de plus en plus qu'au bout d'une demi-heure, on a un utilisateur qui était en Europe, il se connecte en Asie ou il se connecte en Russie. Et ça alerte sur une anomalie et on sait remonter ça aujourd'hui avec Azure Defender pour SQL. Typiquement ici, on est sur des algos de machine learning qui détectent de l'anomalie, ça est tout à fait classique. Effectivement, mais c'est très connu depuis la téléportation que maintenant on peut travailler au Brésil et une demi-heure après travailler en Russie. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc ça c'est la téléportation quantique, ça. Exactement. D'ailleurs, c'est des algos de détection de téléportation. On pourrait appeler ça. Voilà. Exactement. Alors là, on parle de la partie réactive, c'est-à-dire il se passe quelque chose au sein d'un environnement, on le détecte, on alerte. Mais Azure Defender pour SQL, et on va le voir aussi un peu plus tard, c'est pas que ça en fait. Oui, on fait on a cette partie réactive, mais on fait aussi de la prévention. On parlait justement du SE, on parlait aussi de tout ce qui est crypto-miner. On est capable de détecter si une base de données a ou pas, ou en tout cas si un serveur a la commande XP Command Shell activée ou pas. Donc, on sait aussi détecter ça. On sait aussi aider le client pour le désactiver. On parlait justement qu'on est de plus en plus généraliste. On s'est rendu compte que beaucoup d'utilisateurs ne savaient même pas comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir désactiver ça. Alors, donc, on travaille aussi… Petite question de novice, je suis pas très bon en SQL Server, le terme technique c'est que je suis une tanche. Le XPCMD Shell, enfin je vois à peu près à quoi ça correspond, mais est-ce que tu peux juste nous le détailler pour ceux qui comme moi, sont pas spécialistes de SQL Server? Écoute,
en vraiment en très très gros, ça permet en fait à un utilisateur en fait d'utiliser justement toutes les propriétés enfin toutes les propriétés. En fait, ça permet à un user en fait de pouvoir run du code en fait qui va être exécuté directement un peu plus bas. Donc D'accord. on peut après exécuter à peu près, on va dire entre guillemets, ce que bon nous semble. Encore une fois, par défaut, Microsoft le met. En tout cas, une installation clean l'aura pour tout un tas de raisons. C'est discutable, mais en tout cas, c'est comme la ça. direction que nous avons pris lorsqu'un utilisateur, en tout cas lorsqu'un SQL Server sort de l'usine. Mais forcément, on encourage nos DBA et nos clients à le désactiver. Le deuxième, c'était le fameux SA, le default login, qui est fait donc de base. Pareil, petite explication, lorsque vous déployez un nouveau SQL Server, que ce soit peu importe le type d'SQL que vous utilisez, ça peut être un SQL Server, ça peut être un SQL sur PaaS, ça peut être un SQL sur une Azure VM avec le Azure Marketplace, avec une image qui soit déjà configurée avec un SQL à l'intérieur. Vous avez par défaut un compte SA qui sert en vérité à faire une première connexion au sein de la base de données. Il est vivement recommandé de le désactiver. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de clients qui l'ont laissé et qui même des fois, on a même vu des cas où en fait l'application utilisait le compte SA pour pouvoir aller récupérer, pour pouvoir aller faire différentes opérations sur la base de données. Donc tu es dans un cas où en fait il faut le désactiver, mais le client te dit le problème c'est que si je le désactive, en fait je me fous mon application en l'air. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on essaye de faire. On essaie aussi nous de travailler intelligemment et d'apporter à nos clients aussi certaines informations un peu plus fines et un peu plus intelligentes pour pouvoir pour être capable de dire dans un futur proche, on sait que le SA n'est pas utilisé. On a aujourd'hui toute la partie audit logs, ou en tout cas SQL auditing, et le client peut aussi aller regarder à l'intérieur pour voir est-ce que le SA est utilisé ou pas. Alors l'utilisation du SC dans une chaîne de connexion pour un applicatif, c'est quand même ce qu'on appelle une grosse technique de porcasse, hein. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire ça enfin je veux dire, ça fait même 20 ans que c'est écrit dans tous les bouquins de sécurité sur Windows et SQL, hein, de ne pas utiliser le compte SA, qui est un compte à privilège, hein. Et c'est par définition la plus grosse des erreurs qu'on puisse faire. Je crois que par définition, j'en ai installé pas mal des SQL Server dans différentes déclinaisons, mais très souvent dans le process d'installation, vous demandez, tu veux être en SA ou tu veux passer en authentification intégrée, et que la recommandation c'était quand même, tu prends authentification intégrée basée par rapport à une entité dans Active Directory, ou maintenant c'est dans Azure Active Directory je suppose, mais l'utilisation du SC en direct ou des comptes dans SQL, c'est quand même pas la recommandation depuis au moins 15 ans, quoi. Donc là encore, je pense on traîne le passé où la simplicité, les gens prennent des raccourcis et puis se posent pas de questions en fait. Ça c'est vraiment un problème. Alors déjà, de un, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que les gens font des raccourcis, mais tu sais, des fois, malheureusement, quand tu es dans le rush ou quand tu as affaire à des prestataires qui sont un peu moins regardants que toi et que tu n'as pas les compétences, encore une fois, je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment. Je pense qu'il y a vraiment, surtout d'un point de vue sécurité, et ça fait 15 ans qu'on voit, comme tu le disais, en fait, il y a un pattern qui revient, ça marche vraiment avec des vagues, en fait. C'est-à-dire que là, je te parlais de l'attaque vulgaire. En vérité, il n'y a rien de bien méchant à aller scanner les serveurs SQL qui sont dispo et aller brute force un compte essai pour après mettre un crypto-miner sur la machine. Mais en fait, il suffit juste d'attendre un peu. Tu sais que 2, 3, 4 ans passent. Et bien, en fait, il y a toujours un cycle où il y a de plus en plus de boîtes qui font les mêmes erreurs. Et en fait, elles se font toutes punir. Ça fait un espèce de gros coup buzz où tous les consultants sécurité sont là en train d'agiter leur drapeau en disant « Je vous l'avais dit, il fallait faire attention ». Tout le monde se reprotège et des nouveaux acteurs arrivent sur le marché, de nouvelles startups, des boîtes se montent, des boîtes partent, il y a des boîtes qui fusionnent et dans la fusion, il y a des choses qui sont mal faites. Et c'est vraiment le cas typique qu'on voit en fait. C'est des nouvelles startups, c'est des fusions, c'est des achats de boîtes. Et en fait, pendant ces fameuses migrations, sans compter qu'il y a de plus de lift and shift, et en fait, il y a beaucoup de clients, quand ils bougent sur Azure ou quand ils bougent même sur d'autres cloud providers, eh ben, en fait, le ARM template, il n'est pas forcément connu de tous. C'est des nouvelles compétences qu'il faut acquérir. Et donc, il y a des petits oublis à droite et à gauche. Et c'est ce qui font que on arrive aujourd'hui à des situations comme il ne faut pas utiliser le SA, en fait, quoi. Ça fait 20 ans qu'on vous le dit, mais non. Et rappelons que le lift and shift consiste à prendre et à déplacer quelque chose qui est dans un data center sur site en général vers une fournisseur de cloud.
et que déplacer des choses ne veut pas dire les transformer forcément. Quand j'ai une VM qui Complètement. tourne mal configurée avec le compte EC, etc., je la redéplace et que je la mets dans Azure, magiquement, elle va pas devenir meilleure. Alors effectivement, c'est là où on va avoir, je pense, tu vas nous expliquer après un petit peu ces mécanismes de protection qui peuvent venir s'appliquer sur des choses existantes et qui vont du coup permettre de limiter la casse, mais c'est pas magique non plus. À un moment, il faut également relever les manches et se dire qu'est-ce qui est pas bon dans notre truc fondamentalement. Si la base reste pourrie, après tu peux faire les plus jolies fenêtres, la plus belle déco. Si ta base elle est pas bonne en termes de sécurité parce que tu utilises un SA par exemple dans ta chaîne de connexion, c'est là qu'il faut regarder le problème. Faut pas regarder la déco autour, quoi. C'est la base qu'il faut travailler. Voilà. Complètement. Je propose rapidement Azure Defender pour SQL, maintenant qu'on a expliqué un petit peu quels étaient, pourquoi et comment est-ce qu'on pouvait se faire attaquer. Je propose directement de comprendre qu'est-ce qu'est, d'une manière générale, Azure Defender pour SQL. Donc, je le disais précédemment, on travaille sur la partie réactive et la partie proactive. La partie réactive, en fait, c'est tout ce qui consiste c'est ce qu'on appelle aujourd'hui SQL ATP, Advanced Threat Protection. Donc, en gros, il y a toute la partie de détection, en fait. Donc, toute la détection de SQL, les injections SQL, brute force, détection intelligente, login anomalie. Bien entendu, compatible naturellement avec Azure Sentinel. Alors, on parle de Azure Sentinel, mais pas que. On a aujourd'hui la possibilité au sein d'Azure Security Center de pouvoir envoyer toutes les alertes qui sont générées par Azure Defender pour SQL et pas que Azure Defender pour SQL, puisqu'on va le voir aujourd'hui, Azure Defender, c'est un écosystème qui va protéger l'ensemble ou en tout cas une grande partie de vos assets sur Azure et à l'extérieur d'Azure. Mais on a, comme je le disais, cette compatibilité naturelle avec Azure Sentinel. Pour la petite anecdote, Azure Sentinel, c'est ce que je te disais avant d'enregistrer la vidéo, ils sont sur le même étage que nous. Donc forcément, ça crée des liens et ça nous encourage aussi, nous, à travailler de façon très étroite avec eux pour toujours réfléchir à donner une couverture sécurité, je dirais, end-to-end à une organisation pour leur permettre de se défendre et de deux, de pouvoir aussi faire ce qui s'appelle le triaging. Donc, c'est vraiment toute la partie SOC, analyse d'alerte de façon avec une single go-to location en français. Un point unique, de contrôle, voilà, de localisation. Contrôle, merci beaucoup. Mais c'est ça, en vérité, qu'on essaie vraiment de pousser. Nous, en fait, c'est vraiment cet écosystème. C'est ce qui fait la force aussi d'Azure. Et je rappelle une fois que tu es au sein d'Azure, tu peux tout faire sans bouger de la plateforme. Ouais. Et je rappelle qu'Azure Sentinel, c'est notre CIEM as a service, donc Security Information Event Management. Donc en gros, c'est un outil de gestion de l'ensemble des informations liées à la sécurité. Du coup, ça fait tout à fait normal et logique, heureusement, que nos solutions de sécurité Azure Defender puissent envoyer ces informations-là au sein du CIEM pour être traitées par la suite. On a parlé de la partie réactive, il y a aussi la partie proactive, puisque le but, c'est d'éviter d'arriver à avoir des alertes. Quand ils sont là, il faut les traiter. Et bien entendu que si on peut intelligemment ou de façon proactive faire en sorte de ne pas avoir de SQL injection ou de pouvoir faire en sorte de ne pas recevoir une alerte à 3 heures du matin en vous disant que quelqu'un vient de faire un brute force sur votre compte essai, c'est quand même un peu mieux. Et c'est là où vient en place, ou en tout cas c'est là où intervient ce qu'on appelle chez nous SQL Vulnerability Assessment, qui est en fait un outil qui fait partie de la solution Azure Defender pour SQL et qui va scanner en fait perpétuellement votre base de données et qui va identifier des misconfigurations, des mauvaises configurations en tout cas ou des configurations à améliorer liées autour de la sécurité. Et c'est important de préciser que c'est lié autour de la sécurité. On ne va pas regarder la performance, on ne va pas s'attaquer, ou en tout cas on ne couvre pas ce type de configuration-là. Bien entendu, on est capable aussi de vous dire, en fonction de votre base de données, quels sont les steps pour remédier à cette misconfiguration-là. Vous avez aussi la capacité de mettre en place ce qu'on appelle des baselines. Je donne un exemple tout bête. On parlait d'Azure Active Directory. On conseille aujourd'hui de passer sur un mode de connexion AID. Pour une raison X ou Y, votre application ne le supporte pas ou votre environnement ne le supporte pas. Vous pouvez dire à SQL Vulnerability Assessment, écoute, tu es bien gentil, mais ça, je sais que je l'ai configuré comme ça, tu n'as pas besoin de me dire qu'il faut le changer. Donc, on a un système aussi intelligent qui est capable de s'adapter, je dirais, à la configuration de chaque
chaque SQL serveur pour faire en sorte que notre scan il puisse remonter uniquement les informations que vous ne connaissez pas ou en tout cas celles sur lesquelles il y a quelque chose véritablement à changer. Et bien entendu, Azure Defender pour SQL fait partie d'Azure Security Center. Et donc, on peut traquer le Secure Score qui est en fonction de l'état de vos bases de données. Est-ce qu'elles sont en bon état ou est-ce qu'elles sont en mauvais état? Toute la partie Security Posture qu'on retrouve aussi avec SQL Vulnerability Assessment. Alors, on le disait, ou en tout cas, peut-être qu'on ne l'a pas encore dit, mais aujourd'hui, Azure Defender pour SQL, en fait, il protège n'importe quel type de base de données SQL. Ça peut paraître comme ça assez logique, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus de 3 ans pour justement pouvoir offrir à nos clients la même solution, qu'il soit sur un Azure Pass, Azure SQL Database, qu'il soit sur un Managed Instance, que ce soit sur Synapse, sur un Workspace, que ce soit sur SQL Server avec Arc, que ce soit sur une Azure VM, même que ce soit sur un SQL Server qui soit chez eux, soit sur un autre cloud provider. On produit aujourd'hui et en tout cas, on tend à offrir une expérience similaire, peu importe votre version d'SQL. Donc, c'est vraiment anywhere. Donc là, pour le coup, on est complètement dans cette initiative hybride de Microsoft, effectivement, où on propose une fonctionnalité pour SQL. Alors là, c'est SQL Server, hein, bien entendu. Hein, c'est pas SQL, MySQL, etc. Alors, on parle d'SQL Server, hein, si je comprends bien aujourd'hui. Et donc sur ces différentes instanciations, effectivement, sous la forme de machines ou de services managés. Alors pour l'occasion, d'ailleurs, au passage, j'ai testé la partie Arc Enable SQL Server, et c'est une extension en fait ça vient en fait étendre l'Azure Arc for Server qui permet de manager des serveurs hors de Azure, mais depuis le contrôle plane d'Azure. Et là, pour le coup, c'est une extension dans le sens où ça gère des serveurs SQL à l'extérieur d'Azure, mais géré effectivement directement comme un objet SQL Server dans Azure. Vas-y, je te laisse continuer en fait, sur cette partie-là. Entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je plus sois. J'irai même plus loin, j'irai même jusqu'à dire que Azure Arc, en fait, aujourd'hui, travaille avec nous depuis maintenant presque 6 mois pour justement, en fait, détecter automatiquement les SQL serveurs qui sont présents sur les serveurs qui sont sur lesquels l'extension Azure Arc a été installée. Et en fait, on est capable, nous, venir après derrière, dans le cas où vous avez déployé justement l'offre Azure Defender pour SQL sur les SQL Server on machine, on est capable automatiquement de venir déployer aussi notre solution, ce qui fait qu'on va le voir un petit peu plus tard dans la démo. Mais imaginons que j'ai demandé à Azure Security Center de couvrir l'ensemble de mes serveurs SQL. Dans le cas où un de mes DBA installe, ou en tout cas dans le cas où j'ai une nouvelle machine qui se connecte, un nouveau serveur sur lequel il y a un SQL Server qui se connecte avec Azure Arc, automatiquement, toute la partie SQL Server sera aussi protégée par Azure Defender pour SQL. Alors, vous allez voir que c'est très rapide, hein, c'est un clic. Et on est protégé, entre guillemets, ou en tout cas, on peut déployer l'ensemble des solutions Azure Defender sur plusieurs types de ressources. Et sur toutes les ressources en fait qui ne sont pas PaaS, donc ce qui n'est pas SQL Database, Managed Instance et Dedicated SQL Pool pour la partie Synapse, en fait, on utilise derrière un Workspace Log Analytics. Et ASI propose aujourd'hui des solutions d'auto-provisioning. Donc, automatiquement, en fait, ASI peut vous déployer en fait un Workspace Log Analytics, soit avec Policy, soit directement si vous voulez le faire. Et avec l'Inventory sur Azure Security Center, on va le voir juste après, vous avez la possibilité de voir l'ensemble de vos ressources. Stan, je propose qu'on parte sur la démo. Allez, c'est parti. OK. Bah, écoute, là, je suis sur mon portail Azure, classique, tout le monde connaît. En tout cas, j'ose imaginer que tout le monde connaît. Je vais directement aller récupérer, en tout cas, je vais aller ouvrir Azure Security Center. Donc, on a 2 possibilités. Soit on va le chercher là-haut, soit on l'a, si jamais on l'a ouvert récemment. Sinon, vous avez ici sur le menu portail, vous avez, alors, en français, si mes souvenirs sont bons, et je pense que Stan, tu peux me corriger, ça
ça a été traduit par Centre de sécurité Azure, c'est ça, Centre de sécurité? J'en sais rien, parce que moi j'utilise tout en anglais en fait. Je trouve que Utilisé en anglais, c'est une d'accord. aberration d'utiliser un portail en français. Donc Security Center, vous recherchez Security dans la barre en haut et vous tomberez sur Security Center. Ça, c'est pas la difficulté. Mais globalement, utilisez plutôt les interfaces en anglais. La raison est relativement simple, c'est que dans la documentation, les documentations sont écrites par des anglais et que les documentations, quand elles sont en français ou ailleurs, elles sont traduites de manière automatisée. Donc des fois, on peut avoir une décorrélation entre la documentation et l'interface graphique. Donc utilisez plutôt l'interface en anglais, ce sera plus simple à mon avis. Voilà. Oui, je rajouterais même que la documentation, même si elle est traduite automatiquement, les screenshots, quant à eux, restent, en tout cas quand on fait des imprimes écran sur le portail Azure, eux restent en anglais. Donc là, j'arrive sur Azure Security Center. Donc là, vous voyez en fait sur la page principale, sur ma page overview, je peux lui demander en fait d'avoir plusieurs subscriptions. Donc là, j'en ai pris 2, mais en vérité, je pourrais tous les prendre. Et une fois que je les sélectionne tous, en fait, automatiquement, Azure Security Center va me mettre à jour. Ici, vous voyez, d'un seul coup, j'en ai 66. Là, il va calculer automatiquement pour moi, en fait, mon Secure Score, qui en vérité, on va dire, on peut appeler ça de la gamification autour de la posture de sécurité de l'ensemble de mes données sur Azure. Là, vous voyez, ça a pris un peu de temps parce qu'en vérité, là, Azure Security Center, en fait, est allé demander à l'ensemble de mes 66 subscriptions. En fait, il est allé extraire dans mes 66 subscriptions toutes les alertes qui ont été émises. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on retourne sur les 2 qui nous intéressent. Comme ça, au moins, on peut faire quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la gamification, tu en parlais, hein, c'est dans le sens où on essaie de motiver les gens à avoir le score le plus élevé. C'est un phénomène assez connu. Donc, effectivement, en mettant des scores et en disant bah là tu peux faire plus 1 ou moins 1 en faisant telle ou telle action, bah, l'idée c'est de remonter le score et en gros d'améliorer globalement sa posture et en gros son niveau de sécurisation. Voilà. C'est une sorte de motivation. Exactement. Exactement. C'est même, en fait, j'irai même plus loin. En fait, ça permet aussi quand on a, nous, aujourd'hui, quand on discute avec des CISO de grands groupes. Alors là, moi j'en ai, entre guillemets, j'ai que 66 subscriptions, mais on a certains de nos clients qui peuvent en avoir 1000, 2000, 3000. Il y a même certains clients qui sont à plus de 4000 parce qu'ils vont en créer pour chaque application, pour chaque utilisateur. Pour chaque application, des fois, ils peuvent en avoir plusieurs parce qu'on a démo, staging, pré-staging, live. Les environnements. Voilà, différents environnements. Merci beaucoup. Et c'est vrai que des fois, en tant que CISO, si j'ai envie de voir, moi, une vision un peu plus complète de l'ensemble de mon organisation, c'est aussi une façon de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis à 20%? Est-ce que je suis à 40%? Là, on peut le voir, voilà, j'ai une subscription Playground. Donc, en vérité, on y met un peu tout ce qu'on veut dedans au sein du groupe produit. On n'a pas forcément besoin. Rien n'est ouvert sur Internet. Bon, c'est pas dramatique si on n'a pas un Secure Score qui est très élevé. Par contre, si on est sur une subscription de production, en dessous de 70, il faut commencer un petit peu à se poser quelques questions. Donc, on en revient à ce que je disais. Azure Defender, comment est-ce qu'on le déploie? Donc, j'ai pris une subscription qui m'intéressait. On va directement dans le Pricing and Settings d'Azure Security Center. On récupère la subscription qui nous intéresse. Et donc là, vous voyez qu'on arrive sur un écran en fait qui nous propose en fait tous les plans Azure Defender, donc tous les types de ressources qui sont couverts aujourd'hui par Azure Defender. Donc il y en a 7 ou plus même au total, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 dont 2 qui sont en preview. On en parlera notamment Stan dans un prochain épisode de Resource Manager et de DNS. Et donc là, vous voyez qu'en fait, je les ai quasiment tous activés. Donc en fait, si j'active aussi ces 2-là, donc soit en fait, je peux les enable all directement et en fait, ils les passent tous en on. Soit en fait, je peux les choisir manuellement ce qui m'intéresse. Et en fait, je vais juste save et ça va fonctionner. Je crois que j'ai assez de droits là-dessus. Oui, j'ai assez de droits. Et donc là, en fait, vous voyez, c'est quand je vous disais que c'est vraiment un clic, c'est vraiment ce qui vient de se passer. J'ai juste sélectionné en fait les plans qui m'intéressaient. J'ai sélectionné en fait les types de ressources qui me semblaient importantes et que je voulais protéger avec Azure Defender. J'ai fait save et automatiquement, à travers des Azure Policy, toutes les ressources qui sont existantes, qui sont de ce type-là, vont être automatiquement protégées et toutes les nouvelles ressources qui vont être créées au sein de cette subscription vont être protégées elles aussi. Alors, point important quand même, il faut bien regarder la partie pricing. Là encore, ça fait la peine d'activer
l'ensemble des choses si par hasard vous avez des ressources que vous ne souhaitez pas protéger ou qui sont dans l'environnement de test and dev, etc. Donc il faut se poser la question après de combien ça coûte. Mais vous avez, si vous avez fait attention tout à l'heure, dans l'interface, il y avait également la tarification. Chaque ligne, chaque type de ressource à protéger par Defender a sa propre cotation et son propre méthode de calcul en termes de pricing. Donc ça peut être un prix unitaire ou ça peut être un prix à la transaction pour certains cas. Voilà. Alors, exactement, et tu fais bien de le signaler. Sur SQL, c'est un petit peu particulier, puisqu'en fonction de votre type de serveur SQL, en fait, la tarification est différente. Donc, pour la partie PaaS, en fait, tout ce qui est hébergé sur Azure, on a un tarif unique qui est vraiment qui est facturé en fonction du nombre d'SQL serveurs que vous souhaitez protéger. Sur la partie on-prem, en fait, on est aligné avec l'offre commerciale sur SQL Server. Qui est de dire qu'en fait, vous payez en fonction du nombre de corps que vous avez sur votre SQL Server, que vous avez associé à votre serveur SQL. Et encore une fois, il n'y a pas de prix véritablement à donner puisque c'est vraiment en fonction de l'accord commercial que vous avez avec Microsoft. Donc là, j'étais dans Pricing and Setting. Je remonte un cran plus haut, Azure Defender. Et là, en fait, vous avez l'ensemble du coverage en fait, au sein de cette subscription-là. Donc ici, j'ai juste une subscription Playground. Donc vraiment, comme je le disais, on a tout activé, mais on n'en a pas beaucoup. Mais encore une fois, ce que je le disais précédemment, c'est si je viens au sein d'Azure et que je dis, à ce moment-là, je veux que tu me montres absolument tout. Et bien, en fait, là, voilà, je peux voir que dans mes 66 subscriptions, j'ai 285 serveurs, parmi lesquels 265 sont protégés. 244 bases de données sur Azure, 182 sont protégées. Et en fait, on a toute une expérience en fait qui permet d'upgrader directement en fait toutes mes subscriptions en fait sur lesquelles j'ai des ressources qui ne sont pas couvertes par ce fameux Azure Defender. Donc, en fonction du plan, en fonction du type de ressources, en fait, je peux très très facilement faire du bulk upgrade et venir en fait couvrir la totalité de mon entreprise. Maintenant qu'on a vu la partie Azure Defender et Azure Security Center, mon cher Stan, je te propose qu'on passe sur un serveur SQL qui est donc là, comme tu peux le voir sur l'écran, qui est un serveur SQL on-prem, donc full on-prem, qui se trouve probablement sous le bureau d'un de nos développeurs. On l'a connecté avec l'agent Azure Arc et là, en fait, il est vraiment géré. En tout cas, le serveur SQL est véritablement géré comme une machine classique. Donc là, on a vraiment la partie Windows Server 2019. Donc on sait vraiment que c'est une machine, que c'est un serveur classique. Et donc on a toute la partie security sur ce serveur-là. Et on a ici toutes les alertes. Donc on a toutes les recommandations qui nous viennent d'Azure Security Center. Donc là, on nous dit qu'il faut installer une solution de vulnerability assessment sur la VM. On a aussi, on nous dit qu'il y a des findings qui ont été trouvés, donc il y a potentiellement des configurations sur la partie SQL Server qui doivent être corrigées. Merci beaucoup. Et là ici, on a quelques alertes. Alors je te propose de regarder quelques alertes et puis après on regardera la partie proactive d'Azure Defender pour SQL. Très bien. Donc là, j'ai 4 injections SQL. On va voir ensemble ce que c'est. On va prendre celle-ci. Et là, ce qu'on va voir, c'est que, en fait, on a plusieurs alertes. Donc là, voilà. Donc là, on a une potentielle injection SQL. Donc là, on peut avoir en fait l'account, le host, l'IP, le network qui a été utilisé. Alors là, c'est pour du test. Donc voilà, donc une injection qui a été faite sur le compte SA. Et là, en fait, on peut voir en fait ce qui a été run directement. Donc là, classique, on a database ID, like 1 or 1 égale 1. Et donc, en fait, l'injection a été faite ici directement. Ah, c'est beau de voir des injections SQL des années 2000. C'est les mêmes en fait. Mais tu serais étonné de voir à quel point ça fonctionne encore malheureusement. Bien sûr. Et on a toujours malheureusement des clients qui se font avoir par ça. Donc c'est bien. Là, on a une extraction de l'attaque en tant que telle en fait, si je comprends bien là. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en vraiment quelques minutes, en fait, on est capable d'analyser tout le trafic, de se rendre compte qu'il y a une query qui a un pattern connu en tout cas de notre machine learning, ou en tout cas de nos serveurs. Et en fait, on sait détecter automatiquement que là, ça a l'air d'être une injection SQL et le remonter au client. On n'a pas que des injections SQL. Je vais te montrer ça tout de suite. On peut aussi regarder tout ce qui est brute force. On va regarder celle-ci.
Et là, normalement, ça devrait être le essay. On est capable de dire, voilà, il y a eu 16 logins qui ont été fail et juste après, il y en a eu un qui a été successful. Donc, attention, il se pourrait que quelqu'un ait réussi à faire un brute force. Bien entendu, c'est le essay. On est capable de savoir aussi de quelle source. Alors là, forcément, c'est 127 puisque c'est pour la démo. Mais bien entendu que si vous avez une IP suspecte, vous êtes capable aussi de le détecter ici directement et vous pouvez savoir c'est quoi le host de la machine qui a été directement attaquée. Si on revient sur le serveur, on a ici justement toute la partie Findings, Vulnerability Assessment. Donc là, c'est toute la partie proactive de notre outil Azure Defender pour SQL. Et donc là, en fait, tu peux voir toutes les bases de données en fait qui sont dans un mauvais état, si je pouvais dire ça comme ça, en tout cas sur lesquelles il y a des configurations qu'il faut réparer de toute urgence. Et tu peux voir aussi combien de checks ont été faits. Donc on peut sortir en vérité, on peut ranger, on peut classer les databases qui sont dans un état Perfectible, on va dire. Perfectible. Il faut chercher le mot adéquat. Mais voilà, en fonction du nombre de rules, en fait, du nombre de checks qui sont échoués. Et bien entendu, tu peux savoir parmi les 17 combien il y en a qui sont de high severity, donc qui sont vraiment critiques, combien sont medium et combien sont low. Donc ça, c'est pour le pivot, je dirais que c'est pour la vision un peu plus centrée autour de la base de données. On a aussi un pivot, une vision un petit peu différente qui, elle, s'articule autour des vérifications elles-mêmes qu'on fait sur la base de données. Donc là, tu vois, par exemple, on a le SA login should be disabled. En fait, on voit qu'on a sur les deux bases de données sur lesquelles on a vérifié sur le compte SA était activé ou pas. Sur les deux, en fait, c'est pas passé. Donc, en fait, il faut absolument aller vérifier ça. Il faut absolument aller remédier à ça. Donc là, il nous explique comment le faire. Il nous dit aussi sur lequel des deux on a ajustement. Et donc, quand on va à l'intérieur, on peut directement, en fait, on a une vue véritablement de la base de données avec tous les rôles qui ne sont pas passés et toutes les rôles qui sont passés. Maintenant qu'on a vu comment Azure Defender pour SQL se comportait face à un serveur SQL Server on-prem connecté avec un agent Azure Arc, on passe sur la partie PaaS et là on est sur un Azure SQL Database, donc l'offre Managed SQL de chez Microsoft. Donc j'ai fait ça vraiment en tant que voilà, c'est vraiment quelque chose de démo, quelque chose d'assez petit, mais bien entendu on est capable, Azure Defender pour SQL supporte n'importe quel type de serveur SQL PaaS qui est créé au sein d'Azure. Donc là je vais descendre en dessous Security, on a Security Center. Le même que tout à l'heure. Exactement. Donc là, une interface qui est extrêmement similaire, en tout cas qui rappelle fortement ce qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. On a vraiment une volonté au sein d'Azure Security Center de donner une expérience similaire, peu importe le type de Azure Defender que vous utilisez et surtout peu importe le type de ressources que vous voulez défendre. Donc là, on a pareil, certaines recommandations qui sont extraites directement d'Azure Security Center. Pour le coup, on n'a pas d'incident, donc jusque-là, tout va bien, mais bien entendu, on a exactement la même expérience, on va le voir juste un peu plus tard. Et là, on a aussi on a la possibilité de voir directement tous les findings, en tout cas toutes les misconfigurations sur cette base de données-là, sur David Test. Donc là, ici, on va aller voir tous les findings directement au sein de Vulnerability Assessment. Donc, il y a aussi, encore une fois, l'outil qui permet d'évaluer exactement, l'état, je dirais, de leur base de données SQL. Donc là, on nous dit en effet qu'il serait quand même peut-être bien d'activer auditing sur notre base de données au niveau du serveur. Rappelons que dans une base de données managée, Azure SQL Database, on a le composant serveur et après on a les databases sur le composant serveur managé. Ouais. Donc, c'est pas en fait à la différence d'un serveur SQL, je dirais classique, soit IaaS, soit on-prem. En fait, c'est le master database en fait est une base de données logique. C'est pas une base de données physique en fait. On peut rien y faire dedans. On peut pas s'y connecter. Enfin, on peut s'y connecter avec SSMS, mais les fonctionnalités qu'on peut y faire à l'intérieur sont limitées, bien entendu, puisque c'est managé. On a un master entre guillemets physique
un node physique qui vont être utilisés par différents clients. Mhm. Et là, de la même façon, voilà, on nous dit que le DBA user, il ne devrait pas être utilisé pour des services d'opération. Donc là, en fait, on nous dit comment est-ce qu'on l'a trouvé. Et on nous donne et on nous permet en fait directement de faire une baseline. Ce que je disais précédemment, c'est que si pour une raison X ou Y, au sein de votre application, le DBO vous en avez besoin, ben en fait vous pouvez directement le faire en fait ce qu'on appelle une baseline. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand VA va scanner votre base de données à nouveau, si jamais en fait il rencontre à nouveau ce fameux utilisateur DBO, ben en fait il va pas vous alerter en vous disant, donc là, en fait, si on refait un scan, vous allez voir qu'en vérité, celui-là, en fait, il va disparaître comme par magie. Ça prend un petit moment, bien entendu. Mais encore une fois, VA le fait de façon automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de venir scanner manuellement vos différentes bases de données. En fait, VA le fait continuellement au fur et à mesure. Et là, vous voyez, une fois qu'il a terminé, il va me remontrer. Et là, magnifique, comme par magie, la rule qu'il y avait précédemment qui me disait attention, ton utilisateur DBO, tu ne devrais pas t'en servir, n'apparaît plus. Et si on va dans le pass, on peut même voir en fait qu'elle a été mise par Custom Baseline. Donc en fait, l'outil sait détecter. En vérité, elle n'est pas passée parce qu'elle a été résolue, mais parce que bel et bien quelqu'un est venu et a mis une baseline sur cette rule-là. Donc on sait personnaliser les évaluations de sécurité en fonction de son contexte, même si des fois effectivement on sait que c'est pas terrible, mais on sait pourquoi en fait, entre guillemets, on passe le check ou on le passe pas. Voilà. Exactement. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide. Encore une fois, on pourrait, mon cher Stan, y passer plusieurs heures pour vraiment décortiquer Azure Defender pour SQL. Mais on a fait quand même un tour assez high level. Bien entendu, on vous mettra dans la description tout un tas de liens qui vont permettre d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est Azure Defender pour SQL. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et puis, je pense qu'on va se revoir prochainement sur un autre Azure Defender pour quelque chose. Pour quelque chose, on le définira ensemble, ce sera dans les prochaines vidéos. Merci à toutes pour votre attention et puis à bientôt. À bientôt, David. À bientôt. Ciao tout le monde.